quand on a un père comme Alain Delon, est-ce qu'on se dit, on reproduit la même chose avec les femmes, il y a un côté très séducteur, ou alors au contraire, oulala, je refais pas du tout la même chose? Ah non, moi j'ai reproduit à fond. À fond? Ah bon, bah alors. J'avais l'impression que d'abord le fait de se marier allait me porter la shkoumoun. Ouais, c'est l'impression que j'avais. Marié, Elle est hein. bizarre quand même cette On s'est marié. impression. Oui, mais tout le monde divorce. Quand on perd ses 2 parents, ça laisse un trou. Et quand on en a 4, ça laisse un trou forcément encore plus grand, plus béant. Et voilà, il y a eu Loulou, il y a eu Parrain, il y a eu ma mère, il y a eu mon père. Et c'est vrai que oui, il me manque beaucoup. Salut Anthony, bienvenue dans Boum Boum. Salut Alexandra. Comment vas-tu? Ça va? En forme? Oui, ça va. Ouais, bon, je suis ravie de te recevoir. Je demande toujours à mes invités pour commencer ce podcast de quoi on va parler, qu'est-ce qui fait battre leur cœur. Et toi, tu as choisi un thème et je dois le dire à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être le thème que j'attendais sur ce podcast. C'est celui qui me passionne le plus. Donc je suis tellement contente de le partager avec toi. C'est l'amour. Oui, l'amour au sens large. L'amour au sens large, bien sûr. Pas simplement l'amour amoureux, l'amour au sens large. Au sens large. L'amour de la famille, l'amour du papa que tu es. L'amour de la famille, de ses enfants, des animaux, l'amour du prochain, l'amour en général. Moi, je pense que, même si c'est utopique, je pense que c'est l'amour qui peut sauver le monde. C'est un beau sentiment, l'amour. On peut faire des grandes choses, en tout cas, par amour. Et avec de l'amour, ça, c'est sûr. Oui, on peut faire des grandes choses, mais avec la haine aussi. C'est vrai, c'est pourtant son contraire. Pourquoi tu as choisi ce thème ? Pourquoi c'est ce qui te tient à cœur et c'est ce dont tu avais envie de parler avec nous aujourd'hui ? Parce que, en fait, je disais, c'est un sentiment qui est intrinsèque, naturel, et extrêmement complexe, en fait, à orchestrer, à gérer, comment dire, c'est-à-dire que, en fait, l'amour est partout, il est présent depuis même avant notre naissance. Et pourtant, c'est un sentiment, je pense que c'est le sentiment qu'on a le plus de mal à gérer. Pour la grande majorité d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, hein, mais pour la grande majorité d'entre nous, je pense que c'est un sentiment qu'on a beaucoup de mal à gérer. Regardez aujourd'hui, en fonction de l'époque aussi, du temps, de l'évolution, combien de fois on entend « j'ai peur d'aimer ». Pourquoi tu as peur d'aimer ? Parce que j'ai peur d'être trahi, parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur d'avoir mal. Et en fait, l'amour est un peu aujourd'hui aussi, je trouve, un sujet de beaucoup de mots. Les mots MAUX. Qui font mal. Et donc c'est pour ça, je trouvais intéressant, et 1 heure ne suffira pas, mais c'est intéressant d'échanger et d'en parler parce qu'il y a beaucoup à faire. Et parce qu'on n'a pas forcément tous la même définition de l'amour. Si je te demande ce que c'est pour toi l'amour, tu dis que c'est quelque chose de difficile à gérer, mais tu mettrais quoi comme définition derrière ? De toute façon, l'amour, la définition, c'est un sentiment très fort qui nous donne envie qui nous attache à quelqu'un en général, aux choses, qui nous donne envie de se rapprocher. Ça, c'est la définition. Après, pour moi, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Okay. Et là, on rentre déjà dans une complexité, dans une ambivalence même parfois, parce que ce sentiment qui est d'une pureté absolue est aussi souvent dirigé vers soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est égocentrique. Ça peut l'être, pas toujours, hein, mais ça l'est souvent. Mais ça vient aussi de notre éducation, de ce qu'on nous a montré, de ce qu'on nous a donné. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, avec le temps, on évolue, parce que peut-être qu'on se rend compte de choses. Et on prend de la distance. Et donc, notre perception et notre façon d'agir avec les autres ou avec l'amour évolue.
On a plus de recul, plus de maturité, peut-être plus d'expérience dans tous les domaines. Et ça change notre manière d'aimer. Ouais, c'est l'expérience. Parce que je pense que la maturité... Il y a des gens qui sont très intelligents et qui effectivement perçoivent beaucoup de choses, comprennent beaucoup de choses parce qu'ils ont un quotient émotionnel très fort, un quotient intellectuel fort aussi peut-être. Mais l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. C'est quelque chose, même avec l'intelligence, on peut projeter. Mais c'est vrai que l'expérience fait que... On ne peut pas contrôler, c'est ce que surtout, tu disais on ne tout sait à pas l'heure. ce qu'on va vivre. Et il y a deux types de personnes. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question. Il y en a pour qui aimer, c'est de l'ordre de la volonté. On décide d'aimer, ça se travaille d'aimer. Et puis, tu as une autre équipe, je l'appellerais comme ça, qui dit « Bah non, c'est un truc hyper instinctif, quoi. L'amour, c'est viscéral, on ne choisit pas, on ne commande pas, ça ne se décide pas. » Pour toi, dans ta vie, avec tes expériences, justement, tu dirais que tu es plutôt dans quelle équipe ? Mais là, tu parles du couple. Ou pas, peut-être avec des parents, on peut aussi décider de se dire « Allez, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mon sang, ma famille, donc je les aide parce que je dois les aimer. » Il y a aussi, tu vois, quelque chose qu'on peut raisonner, mentaliser. Et dans le couple, effectivement, ça marche. Dans le couple, Oui, c'est parce où que on la raisonne famille, ou on instinctif. souvent, je ne pense pas qu'on puisse, on puisse se dire bah, c'est ma famille, je dois les aimer. Soit on les aime, soit on ne les aime pas. Après, il y a effectivement il y a des choses qui sont à l'œuvre intrinsèquement, qu'on ne perçoit pas avec la famille. Mais, je veux dire, nos amis peuvent être remplacer notre famille aussi. Je veux dire, on peut aimer des amis comme notre propre famille, hein, et peut-être même plus parfois. Mais je pense qu'on ne peut pas, dans le cadre de la famille, se forcer à aimer. Soit on a le sens du devoir. Et moi, je trouve que le sens du devoir, c'est quelque chose de très important. C'est comme les preuves d'amour. J'entends souvent des gens parler autour de moi, même, ou aux proches, les moins proches, qui disent « Ah, je l'aime, et il fait ci, il fait ça », ou « Ah, qu'est-ce que je l'aime, machin, etc. » Puis en fait, les gens ne font rien. Ça veut dire qu'il donnent pas, il n'y a pas de preuve d'amour. Il y en a peu. Il y a trop de mots, tu dirais, les gens ont trop tendance à non, dire « Je mais t'aime, justement, on le sentiment, il s'aime, peut on être est vrai. fort. » Mais pour toi, ça vaut rien s'il n'y a pas les actes qui vont avec. Non, c'est pas que ça vaut rien. C'est que il est égocentrique. Il est comment il est égoïste. Ce sentiment-là, s'il n'y a pas de démarche et de preuve d'amour. Donc toi, tu prouves que tu aimes en faisant, alors, si je t'écoute et si je te comprends bien. C'est ta manière, c'est ton langage de l'amour. C'est Ouais. faire Ouais. pour montrer. Oui. Dans tous les domaines. Mais parce qu'on m'a montré ça aussi. C'est pas mes parents qui m'ont montré ça, vraiment, mais on m'a montré ça quand j'ai été petit et je ne l'ai pas perçu tout de suite. Mais je ne l'ai même pas perçu à l'adolescence ou quand j'étais jeune homme, je l'ai compris plus tard. Et en fait, c'est ces liens qui nous ancrent dans le sol et tout d'un coup qui reviennent, peut-être aux alentours de la cinquantaine, je ne sais plus exactement quand, mais tout d'un coup, c'est comme des murs porteurs. À un moment où vous ne savez pas qu'ils sont là, il y a la maison qui est construite, puis en fait, il y en a un, là, le mur porteur, et puis un autre, là, c'est des cloisons. Et puis le jour où peut-être on détruit la maison, on s'aperçoit que les deux, ils sont encore debout. Et c'est là où on commence à comprendre et à réfléchir. Et ça, tu l'as compris sur le tard. C'est là où on parlait des preuves et où tu disais, moi, j'ai Ah, compris que c'est ça. c'était les preuves d'amour qui Oui, étaient c'est importantes dans ça. la vie parce qu'on t'a élevé Tout comme à ça. fait. Mais les mots, t'en as pas Parce qu'on manqué. me l'a Ça veut montré. dire, oui, mais les mots quand t'étais enfant, quand t'étais adolescent, tout ça, ça Si, t'a pas manqué pour te sentir aimé ou mais pour j'en ai eu affronter des les débuts. mots. Après, on ne va pas faire de la psychanalyse infantile, mais c'est vrai que les 10 premières années d'un enfant sont très importantes. Mais ce n'est pas que les mots, c'est le contact charnel, c'est le toucher, c'est le, comment dire, l'affection, la tendresse, tout ça, c'est très important. Les mots sans tendresse, ça vaut que dalle pour un enfant.
Et d'ailleurs, c'est Pour un adulte ça, on aussi. en revient pour un adulte aussi. C'est-à-dire que c'est un tout. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vois sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les journaux, quand on lit, qu'en fait, les gens veulent pas s'engager. Les gens ont peur d'aimer. Ils ont peur je sais pas, d'aimer tout simplement. Peur d'avoir mal. Après, il y a ce truc de l'herbe du voisin qui est toujours plus verte, etc. Donc ça, c'est les réseaux sociaux. Je pense de toujours trouver la meilleure opportunité. On ne sait jamais. Je ne vais pas m'engager parce que peut-être que là, ça va être mieux. C'est comme le business. Mais à un moment, il faut bien tracer une route. Donc ça veut dire que aimer et s'engager, c'est des notions qui vont ensemble pour toi. Quand on aime, on s'engage. Amoureusement? Oui, ou de manière générale, on fait les choses entièrement, en tout cas, d'une manière entière, absolue. Tu as Oui, l'air de oui, dire oui, mais ça vient du tempérament. Moi, je suis comme ça, ouais. ouais, à fond, toujours à 100%. Après, je dis pas si tu tombes amoureux de quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, qu'il faut t'engager, te marier, fonder un foyer, etc. Tout Parce bloqué. qu'il faut tenir compte de l'autre aussi. Bien sûr, bien sûr. On peut gérer, de toute façon, on peut se gérer que soi, hein, à la base. Voilà, et on c'est peut nous. trouver aussi un terrain d'entente. Euh, Moi, je sais que la mère de mes enfants, avant que je divorce, hein, donc il y a un bout de temps, pendant des années, on n'a pas vécu ensemble. Ah oui, ok. Et Pourquoi? pourtant, on avait nos filles. Et c'était un choix partagé. Enfin, surtout la De- première. Parce que la deuxième, elle est née 5 ans après. Mais oui, c'était un choix partagé. C'est rigolo. Et pourquoi? C'est qui a eu cette idée? Qui s'est dit, tiens, ben, on va pas faire foyer commun? Ok. Et pourquoi? Non. Bah, bon, après, tu vois, ça venait aussi de l'enfance. C'est-à-dire que le divorce des parents, la séparation, le manque, euh, la rupture, l'abandon, tout ça, c'est vrai que j'avais l'impression que d'abord le fait de se marier allait me porter la shkumun. Ouais, c'est l'impression que j'avais. On s'est Elle marié, est hein. bizarre quand même, cette On s'est marié. impression. Oui, mais tout le monde divorce. Je crois que oui, c'est 2 mariages sur 3, je crois, qui se terminent en donc divorce. c'est 75%. Donc on y est, hein. Mais t'y allais quand même. Tu t'es dit, quand même, je veux me marier, du coup. Non, mais on s'est marié au bout de, je sais pas, 10 ans, 12 ans. Oui, donc on avait effectivement, on avait notre première fille et la deuxième, on avait trouvé un équilibre et donc on avait chacun notre appartement. Éloigné ou pas? Ou Non, proche? proche. Mais le week-end, elle venait chez moi. Et la semaine, j'allais chez elle. Mais si j'avais du travail, si j'avais des choses importantes, si j'avais besoin d'être seul, je retournais chez moi. Et puis aussi, quand ma fille est née, la première, c'était aussi une façon d'installer, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on m'a montré quand j'étais petit, mon parrain notamment, ma marraine, de ce rapport exclusif entre un adulte et un enfant. C'est-à-dire que mon parrain m'emmenait au cinéma, il m'emmenait manger, il m'emmenait dormir chez lui une fois par semaine. On avait des traditions comme ça. Et donc, j'ai recommencé avec mes deux filles. Et donc, une fois par semaine, j'emmenais ma fille, mais ça a commencé tôt, hein, elle devait avoir 3-4 ans. Je l'emmenais dîner, on parlait. Alors, avec le temps, eh bien, les conversations ont évolué. Et puis après, ben, elle avait sa chambre chez moi et je l'emmenais dormir et on passait la soirée. Trop bien, ça crée des moments. En fait, Ça a c'est créé ça, des ça moments, sortait ça des a moments créé du des liens quotidien. avec elle incroyables. Et pareil avec la petite. Alors, après, la grande, c'était le mercredi et la petite, c'est le vendredi ou le jeudi. Et donc, voilà, c'était leur soirée. C'est trop bien Donc, pour je créer. savais que ce jour-là, il fallait pas que je prenne de rendez-vous. Et donc, ce mode de vie, tu penses, était propice à créer ces moments-là avec les enfants, le fait de vivre avec ton ex-épouse, chacun de votre côté, ça permettait Non, parce ça que j'ai aussi. continué après, parce qu'à un moment, on s'est remis ensemble. Enfin, on s'est remis ensemble. On a Dans le même appartement. dans le Non, même je rigole. appartement. J'étais prêt.
Mais finalement, ça lui plaisait bien. Hein. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est moi aussi qui ai voulu euh, qu'on se remette, qu'on essaye de vivre ensemble. Et Mais c'était... elle n'a pas dit oui tout de suite. Ah, bah elle te l'a rendu un petit peu, quoi. Elle Non, t'a parce dit, bah... qu'on avait trouvé un équilibre sympathique. Ok. Et avec le retour d'expérience, avec qu'est-ce que tu penses qui est mieux de vivre sous le même toit pour toi, hein, je te parle, c'est très... voilà, où chacun a son intimité, son appartement, et puis on se retrouve pour... Il n'y a pas de, il y y a a pas de pas bon de modèle. règles. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie aussi. C'est-à-dire qu'après, ça s'est très bien passé également. Cette promiscuité, etc., ça s'est très bien passé aussi. Donc je pense que c'est des périodes de vie. Donc il ne faut pas mettre des barrières. Il faut accepter tel qu'on a envie de le vivre au moment où on le vit avec la personne Ça qu'on va a avec dans la sa confiance. vie. La confiance, oui, ça en amour, ça la confiance c'est important. En tout. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important, non? D'ailleurs, quand on parle d'amour, la La confiance. confiance en tout, en amour, en amitié. Est-ce que tu penses que l'amour, ça rend vulnérable? Est-ce que tu penses qu'on est fragile? Je t'écoute depuis le début du podcast, il y a souvent ce mot qui est revenu, souffrir, peur, en lien avec l'amour. Est-ce que pour toi, l'amour, c'est risqué et ça rend vulnérable? Quand je faisais allusion à ça, je parlais surtout des autres. Moi, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur de tomber amoureux, de m'engager, tout ça. J'ai jamais eu peur. C'est quelque chose que je. Il y a des sentiments comme ça que Enfin, je connais la peur dans d'autres situations, hein, mais voilà. Mais je disais que c'était la peur de souffrir, certes. Et c'est la question. Ça, tu n'as pas peur non plus de souffrir. La vulnérabilité, c'est-à-dire que quand tu aimes, tu te donnes à 100%, mais tu prends le risque, effectivement, de, je vais vulgariser, mais de t'en prendre plein la figure si jamais ça se passe mal, si jamais ça s'arrête, si jamais c'était pas dans tes plans, quoi. Ouais, mais avec le temps, tu réfléchis un peu plus. C'est-à-dire que cette phrase-là, vas-y avec le cœur, mais emmène ton cerveau avec toi. Donc c'est important d'avoir les deux. Mais avec le temps, c'est un peu différent. Je pense qu'avec la maturité, avec l'expérience, etc. Mais quand on le vit, le chagrin d'amour, c'est dur, quoi. Ah, le chagrin. Oui, non, mais je veux dire, on, on apprend peut-être mieux à déchiffrer qui on a en face de soi. Mais toi, tu l'as ressenti, cette souffrance, cette difficulté en amour quand tu t'exposais à te dire, bon, bah là, j'ai donné tout ce que j'avais, là, c'est difficile, comment tu as géré ça? Non, j'ai jamais eu le sentiment. Je me suis jamais dit, t'as donné tout ce que t'es dans la merde. Mais enfin, on vit tous comment dire, des expériences amoureuses douloureuses. Hein, ça fait partie du chemin. C'est comme ça. Parce qu'il y a aussi des rencontres que moi j'appelle rencontres karmiques, qui sont des rencontres qui sont faites justement pour te faire souffrir, pour que tu comprennes le chemin, pour que tu comprennes quelles sont tes failles, les blessures peuvent être des blessures de l'enfance, mais qui peuvent être aussi dans ta mémoire cellulaire. Et il y a des rencontres qui sont faites pour cette prise de conscience-là. Ça veut dire que ce sont des rencontres très fortes? Oui, mais en c'est général, souffrant. c'est des rencontres toxiques. Et c'est des rencontres qu'on appelle toxiques et des rencontres qui font très mal. Et dont tu dois te détacher alors? Dont tu essayes... Non, tu dois comprendre. Ok, et t'en fais quoi de ces rencontres? Tu comprends le chemin, tu comprends ce que tu partages avec ces personnes et du coup tu t'en sépares. Elle n'est que souffrance, cette rencontre. Au début, elle est passionnelle et puis très rapidement, on tombe dans un... C'est-à-dire qu'en fait, dans ces rencontres-là, la personne en face, peut-être pas dans le cas, et encore, mais c'est différent, mais j'allais dire dans le cas d'un pervers narcissique, par exemple, la personne qui est en face de toi, en fait, va être un petit peu ton miroir. C'est-à-dire que les gens qui vont tomber sous l'emprise, soit d'un pervers narcissique, soit d'un paranoïaque, soit ces rapports-là très compliqués, c'est parce que moi j'ai une copine, une bonne amie à moi,
qui les a fait à répétition. Ok. Ok. Elle était battue et elle tombait toujours sur le même type de mec, pervers, narcissique. En tout cas, on était dans cette sphère-là, avec les coups en plus. Et un jour, je dis, mais attends, 1, 2, 3, tu crois pas que tu as, Oui, tu quelque joues chose quelque à chose. comprendre? Pourquoi tu y vas? C'est que si tu es attiré par ça, si tu y vas, c'est que tu dois comprendre quelque chose, c'est qu'il y a tu dois sortir de cette spirale, de ce cercle. Mais tu dois comprendre pourquoi. Et en fait, ces histoires, en général, elles permettent aussi, alors, il y en a qui font très très mal, mais de se reconstruire derrière et de comprendre. Voilà. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris. Sur toi? Oui, sur moi, bien, bah, toujours. Et Bien qui était sûr. donc dans cette relation, ça t'a mis les choses en évidence. Pas tout de suite, hein. Ah oui. Parce que j'ai la tête un peu dure, mais oui, je me suis rendu compte, je ne veux pas trop en parler, mais je me suis rendu compte effectivement, par exemple, que je ne m'aimais pas assez. Pas d'un point de vue narcissique, hein, ça veut dire s'aimer, ça veut dire, tu vois, encore le mot aimer, ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire qu'il n'y a rien ni personne qui doit, qui a le droit de te faire souffrir. Et tu ne dois pas laisser. Mais ça vient très souvent de l'enfance aussi. Ça veut dire que tu n'avais pas assez de limites, c'est ça? Ce que je comprends, tu ne te mettais pas de limites de respect te concernant, c'est ça? C'est pas le respect. Je veux dire, le respect vis-à-vis de moi-même, Oui, tu veux c'est dire. ça. Oui, c'est-à-dire que cette personne a pu C'est outrepasser ou te faire des choses qui portaient atteinte. plus une tolérance. Ça veut dire, euh, en fait, une tolérance à la douleur, une tolérance, ça peut être une tolérance aussi à la violence, ça peut être, et tout d'un coup, en fait, ce qui n'est pas normal l'est pour toi, parce que, parce qu'il y a cette tolérance Et elle venait de quoi, tu penses, cette tolérance? Tu as parlé tout à l'heure de la peur de l'abandon. Et dans ton livre que j'ai lu pour préparer le podcast, tu en parles de cette peur de l'abandon en amour. Et tu dis même que tu préférais quitter quand tu sentais qu'il y avait quelque chose de vraiment fort ou qui se passait bien avant d'être quitté pour ne pas souffrir. Oui, bah alors j'ai retenu cet exemple partout. Oui. Il m'a marqué. Ça m'est arrivé une fois. Parce que je me suis dit, tu as compris qu'il se jouait quelque chose. C'est-à-dire que la peur de l'abandon, tu préfères t'en aller quand... C'est arrivé une fois avec mon... Oui, j'en parlais dans le bouquin. Le livre, il est sur le pardon, sur la résilience. Il est sorti en 2021. Tu l'as lu. Bon, merci d'ailleurs. Bah, j'ai beaucoup aimé le lire parce que j'ai... Et après, j'ai écrit un roman sur les relations toxiques, justement. Oui, c'était mon premier amour, effectivement. Et là, tu sentais qu'il y avait quelque chose de spécial et que non, tu mais voulais je pas créais souffrir. toujours le conflit en permanence. Ben oui, les gens qui ont souffert d'abandonnite, ils créent le conflit pour se prouver, en tout cas pour que l'autre lui prouve qu'il tient à lui. Donc oui. tout allait bien. Donc on se réconcilie, je te provoque, je viens te chercher, je te fais du mal, et puis finalement bah, tu l'acceptes, ou on s'engueule et puis on se réconcilie, mais tu reviens et en fait on pousse. Mais c'est tout ça, c'est pour avoir la preuve que l'autre tient à nous, parce qu'on a peur d'être abandonné. Et comment elle a géré ça, elle, ce premier amour? Ça a duré longtemps, elle a cette période de test. Moi, c'était mon comment premier. Elle réagissait, elle, face à ça? Parce que moi, c'était mon premier, mais elle, j'étais pas son premier amour. Moi, c'était mon premier grand amour. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réagi comment face à cette relation et cet amour que tu lui donnais et ces tests que tu avais mis en place pour prouver qu'elle t'aimait aussi, quoi, quelque part? Comment elle réagissait? Comme je provoquais beaucoup de disputes, elle aimait qu'elle tenait énormément à moi, donc c'était pas évident. Mais tu l'as pas quitté avant d'être quitté, du coup. Si. Ah, c'est quand même toi qui es parti. Je l'ai quitté en l'aimant.
en l'aimant. Mais c'est super dur, ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Très dur. de Il toi m'a à moi. fallu, je sais pas, 1 an et demi pour m'en remettre. Elle, pareil. On était fous amoureux et je l'ai quittée alors que je l'aimais, bien sûr. Mais on est très amis aujourd'hui, hein. Ah, c'est ce que j'allais te demander. C'est-à-dire qu'est-ce qu'avec le temps, et s'il y a eu tant d'amour, est-ce que vous avez réussi à faire Oui, évoluer la relation, la oui, transformer? oui, ouais, C'est fou comme ça marque un grand amour, hein. C'est incroyable comment on est ouais. marqué par ça. Ça dépend aussi comment l'autre évolue, mais en tout cas aujourd'hui, on, on- quand est-ce qu'on a dîné ensemble il n'y a pas très longtemps? Ah, trop bien. C'est trop bien. C'est-à-dire que c'est apaisé, que c'est une belle relation. Ouais. Si on parle de l'amour maintenant, de manière l'amour familial, l'amour peut-être d'un papa, tu as tes 2 filles, tu le disais tout à l'heure, il y a des moments incroyables que tu passes avec elles, que tu crées avec elles. Est-ce que tout cet amour, c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui parce que toi, tu l'as pas connu quand tu étais petit? Cet amour présent, de ce papa présent, Mais moi, que tu le rejoues là. je pense que euh, l'amour, enfin la relation familiale, l'amour il est là, il est présent ou il l'est pas, hein, on ne choisit pas. Mais tout ça se construit. Moi, ce que j'ai construit avec mes filles, encore une fois, je le dis parce qu'on m'a montré ça, mais après je l'ai construit à ma manière. Mais voilà, c'est la présence, la constance, la présence indéfectible, l'amour indéfectible. Moi, on m'a montré ça, j'ai eu cette chance. Et donc, ça, c'est ce qui vous ancre dans le sol. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait, enfin, j'en avais envie, hein, et j'avais envie de transmettre ce qu'on m'avait transmis. Et donc, tout naturellement, je l'ai fait avec les filles. Quand tu penses à ce qu'on t'a transmis, ce sont des valeurs, ce sont des moments de vie, à quoi tu penses? C'est des valeurs, c'est un amour inconditionnel. Alors, c'était une chance et en même temps, ça a été, je le dis en ce moment, puisque j'ai perdu tous mes parents et j'en ai perdu 4. Donc en fait, en ce moment, enfin cette dernière année, j'en ai parlé avec des amis et je lui dis en fait, tu vois, ce qui est une chance est aussi une malédiction parce que j'ai eu la chance d'avoir 4 parents. Mes 2 parents biologiques Ton parrain? et mon parrain, ma marraine, des gens qui m'ont élevé, Loulou, j'en parle dans le livre, qui étaient des gens extraordinaires, des gens d'un autre monde, d'une autre époque, avec des valeurs qui n'existent plus aujourd'hui et qui m'ont transmis. Et, euh, et, euh, et c'est une chance énorme, mais sauf que quand on perd ses 2 parents, ça laisse un trou. Mais quand on en a 4, ça laisse un trou forcément encore plus grand, plus béant. Et voilà, il y a eu Loulou, il y a eu Parrain, il y a eu ma mère, il y a eu mon père. Et, euh, et c'est vrai oui, il me manque beaucoup. Et eux, ils étaient très très proches de moi, Loulou et mon parrain. Ma mère, après, oui, bien sûr, mais eux, et surtout, comme c'est des gens qui sont liés à mon enfance, euh, je recherche un peu ces valeurs-là dans mon quotidien, chez les gens, mais je ne les trouve pas. Ils l'ont su, l'importance qu'ils avaient pour toi. Tu t'as pu Bien leur sûr. dire à quel point Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ça avait compté. Ouais. Et c'est vrai que c'est des gens d'un autre temps. Ils auraient pu être ils avaient l'âge d'être les parents de mes parents. Mhm. C'est comme des grands-parents en fait, hein. Sauf que je vivais avec eux. Et pourquoi tu penses qu'ils étaient autant investis à tes côtés aussi? Comment ils ont pris cette place? Parce que comme tu dis, tu avais ton père et ta mère. C'est quand même pas banal dans une famille de pouvoir dire j'ai presque 4 parents ou 2 parents ou 2 figures qui auraient pu Ben, faire office de grands-parents. si mes parents n'avaient pas divorcé, peut-être que ça ne serait pas produit. Ils ont divorcé quand j'avais 4 ans, donc du coup, eh bien, je suis resté avec ma mère et Loulou. Mais comme ma mère, elle n'était jamais là puisqu'elle travaillait, elle était comédienne, eh ben, j'ai été élevé par Loulou. Et mon parrain a refusé d'être le parrain de qui que ce soit d'autre. Euh, et il a compris l'importance. Lui, il a reçu une éducation aussi assez particulière. Il était lyonnais. Mais il a compris l'importance
de cette présence inconditionnelle. Et voilà, donc, mais tout ça, ça se construit. Alors peut-être qu'il y en a des gens comme ça qui ont une voie royale qui est tracée. En fait, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts et tout coule naturellement de source. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Pour ma famille, pour mes enfants, pour trouver cet équilibre-là, ça m'a coûté beaucoup. Parce que ça veut dire aujourd'hui que tu n'as pas eu la sensation de manquer dans ton enfance, d'amour, de présence. Tu as parlé de ta maman, de ton parrain, de ta marraine. On pense évidemment à ton papa, il t'en parle beaucoup dans le livre. C'était pas évident parce qu'il ne témoignait pas de manière quotidienne, cet amour ou cette présence de ton papa. C'est ça. Et mes parents n'étaient pas présents, donc les autres l'étaient. Donc malgré tout, même si on vous montre le chemin, comme ils l'ont fait, avec cet amour inconditionnel, avec cette présence, avec cette éducation qu'ils m'ont donnée aussi, hein, il y a quand même quelque chose d'intrinsèque qui est en vous et qui est là. Donc ça a quand même une part importante de votre conscient et votre subconscient. Donc après, ça demande des efforts pour... enfin, moi, ça m'a demandé des efforts quand même. Pour arriver à trouver cet équilibre, à être juste et à trouver cet équilibre avec mes enfants. Ouais. Et il n'y avait pas de colère. Quand tu dis ça m'a demandé des efforts dans la construction, tu n'as jamais eu de colère par rapport au fait que voilà, il y avait d'autres figures pour faire face à l'absence de ton papa ou de ta mère qui travaillait beaucoup. Tu n'avais pas de colère par rapport à ça. Tu te disais pas, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un parrain ou une marraine qui vient pallier ou qui est là à mon éducation par rapport à un manque, parce que moi, ce que je veux, c'est que mon père soit là. Non. Ah non, alors pas du tout. J'ai eu aucune colère par rapport à ça. C'est-à-dire que pas de colère contre eux. Il y a peut-être une frustration, une douleur, bien sûr. Moi, je sais quand ma mère partait tourner, des fois elle partait un mois, quand elle partait, ça m'arrachait le cœur. Pourtant, il y avait Loulou. Hein. Et puis après voilà, le cours des choses, à l'école et tout ça. Non, j'avais pas de colère contre eux. Après, la colère, elle est véhiculée en nous. Parce que tu as beaucoup bougé, ça aussi tu l'expliques dans ton livre, tu as beaucoup changé d'endroit, il y a eu beaucoup de monde autour de toi. Et moi j'ai vu des extraits dans ton livre, on parle de ton papa, le matin quand il se levait à la maison, il fallait que tu quittes la maison, tu étais tout petit pour aller dans le parc, pour ne pas te réveiller dans la même maison que lui. Je trouvais ça super dur sur justement l'amour familial. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça laisse forcément quelque chose après quand on grandit, quand on se construit. C'est des exemples tellement marquants. Moi, ça m'a touchée en livrant ton livre, vraiment. Oui, ben, je sais, je me souviens quand j'ai fait C'est marrant parce que quand j'ai fait la promo du bouquin, en fait, les gens n'étaient pas marqués par la même chose. Ah oui, et cet exemple-là, on t'en a parlé ou pas? Parce que celui-là, moi, il m'a marqué. Je me suis dit, mais attends, peut-être que t'es un petit bonhomme. Peut-être que ça résonne chez toi. Mais ce qui ressortait le plus, c'était le tour du lac avec le chien. Oui, alors ça aussi. Comme punition d'aller dans le noir et de devoir... C'est pas une punition. Oui, alors moi je l'ai vécu comme ça. Voilà, je me suis dit, c'est une manière de lui dire, là ça va pas, donc tu vas aller avoir peur et on va te laisser avoir peur et tu vas voir ce que c'est d'avoir peur et ça t'évitera de refaire une connerie. Oui, c'était pas une punition, c'était une démonstration, c'était... enfin bon, moi j'ai déjà fait tout le tour de tout ça à la sortie du livre, donc... T'es en paix aujourd'hui avec tout ça, c'est ça que je veux dire, par rapport à ces exemples de petits... Oui. Ça t'embête aujourd'hui quand on t'en parle ou pas? Parce que ce livre, il est public et c'est vrai qu'on s'approprie ton histoire quand on le lit forcément. Et ça nous touche et c'est difficile de mettre un filtre. Et aujourd'hui, j'étais en face de moi et je suis hyper heureuse de pouvoir en parler avec toi. Et d'un autre côté, je comprends la pudeur de dire, voilà, je l'ai livré dans un livre, c'est mon histoire. Et En fait, si tu veux... alors d'abord, le livre, il a très bien marché. Pourquoi? Parce que les gens se sont identifiés à cette histoire. Et d'ailleurs, je l'ai vu parce que j'ai fait des festivals, j'ai fait des salons, etc. Et en fait, c'est pas parce que c'était nous que le livre a fonctionné. Il a fonctionné parce que
en fait, ça parlait à tout le monde. Et c'est vrai que les gens, ils sont venus me voir. Ah bah oui, mais moi j'ai eu ça, j'ai vécu ça. Je me suis identifié. Et parce qu'on parle de l'enfance, on parle de résilience et, euh, et, euh, et de reconstruction. Bon. Et naturellement, la solitude de l'enfant, elle est la même. C'est ce que j'ai dit au départ, quand j'ai lancé le bouquin. J'ai dit, la solitude de l'enfant, elle est la même pour tout le monde, pour tous les enfants. Après, il y a des choses qui peuvent venir se greffer dessus. Par exemple, la faim. Si y a un enfant seul dans un pays en guerre, la violence, la faim viennent se greffer. Mais ce sentiment de manque et de solitude, il sera vécu par tous les enfants de la même manière, quel que soit son statut social. Que des parents soient présents ou non, tu penses? De Le la même manque. manière? Je parle de l'incompris de Comencini dedans. Ce sentiment de solitude. L'enfant, il le vivra, quel que soit son milieu, de la même manière. Après, encore une fois, viendra se greffer la faim, la peur, la violence, la guerre. Mais juste ce sentiment de solitude, et c'est là où les gens se sont retrouvés. Et c'est là où on voit le point de vue, dans la narration de ton histoire en tout cas, et la manière dont tu t'es construit. Après, est-ce qu'à l'âge adulte, c'est quelque chose dont tu as eu envie de parler autrement que dans un livre? À tes proches, à ta famille, je pense à ta maman, à ton père. Est-ce que ce que tu as ressenti petit, ce que tu nous livres en fait brut dans ce livre, tu as eu envie d'en parler aussi à l'âge adulte, de revenir dessus? Ou on a tout dans le livre et puis c'est tout? Quand le livre est sorti, ma mère était morte. Mm-hmm. Mais tu en avais parlé avant de tout ça. Tu avais dû avoir des discussions sur la manière dont tu avais vécu ton enfance, ton adolescence. Ouais, sans doute, ouais. Je sais plus trop, en fait. On a dû parler de choses, mais l'écriture, c'est... Parler, c'est une chose. Écrire, c'en est une autre. Tu vas beaucoup plus profondément, précisément dans ce que tu dis. Oui, il y a dû y avoir beaucoup de choses dont on a parlé, c'est clair. Et avec ton père aussi? C'est plus difficile. Il y a des gens qui parlent aisément et d'autres moins. Par exemple, mon parrain était quelqu'un qui avait du mal à parler aussi. Enfin, il était très ouvert et tout, mais l'éducation lyonnaise qu'il avait reçue extrêmement stricte l'empêchait de livrer certains sentiments. Et donc tu respectais ça? Toi, tu te disais, tu n'as pas besoin d'aller au contact, au conflit, dire ce que toi tu avais ressenti. Tu respectais le fait que de parler de choses intimes pouvait être compliqué? Oui, surtout... oui, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Mais je suis content de l'avoir écrit, ce bouquin. Voilà, parce que t'espérais qu'il soit lu. Si on n'arrive pas à dire les choses, des fois on peut espérer que des membres de sa famille lisent le livre. Ah non, non, j'avais besoin de l'écrire parce qu'il y a eu des gens qui ont été très importants dans ma vie, et je parle naturellement de mon parrain et de Loulou. Et en fait, ma mère était en train de mourir, et j'ai eu envie parce qu'après on oublie les choses. Et j'avais envie d'inscrire dans le marbre, de rendre hommage à ces gens, à Loulou, à Parrain. Je parle de Mireille aussi. Je parle voilà, j'avais envie d'inscrire certaines choses dans le marbre. Et c'est pour ça, surtout, ça a été le déclencheur. Mireille d'Arc, c'est très fort ce que tu racontes dans ton livre au sujet de Mireille d'Arc. Tu l'as accompagnée jusqu'au bout. Quand on parle d'amour, là, belle preuve d'amour dans les deux sens, parce que Mireille d'Arc t'a élevé, elle t'a aimé, et elle ne t'a jamais lâché toute ta vie. Non. Et quand tu as pu être à son chevet au moment de sa disparition, tu étais là, c'est même toi qui l'as aidé à passer de l'autre côté. Exactement. Tu vois, c'est ça. Quand je parle de preuve d'amour, c'est-à-dire c'est des échanges. Sinon, c'est un peu vide de sens. Je t'aime, tu m'aimes, oui, on s'aime, machin, etc. Mais bon, après, une fois qu'on s'est dit 20 fois, c'est une image. Après, non. Ça aussi, ça se construit. C'est comme la famille. Alors là, on parle du couple, naturellement.
Mais Mireille, c'est devenu ma famille et voilà. Et elle, je suis sûr que bon, elle m'a engueulé de temps en temps, mais elle aurait pu me disputer beaucoup plus que ça quand j'étais gamin. Et elle voulait pas prendre la place de ma mère. Alors des fois, j'en faisais tellement qu'elle était obligée de me remettre en place. Mais ça lui a demandé des efforts, j'en suis sûr. Mais elle a appris à m'aimer, et moi aussi d'ailleurs. Et on se l'est rendu. Et tout naturellement. De toute façon, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc, si j'étais là à ce moment-là, si je suis rentré dans sa chambre à la fin, à ce moment-là, c'est que ça devait se passer comme ça. C'était écrit. Oui, C'était oui, oui, écrit. bien sûr, c'était écrit. Ta maman aussi, tu l'as accompagnée. Pareil sur la fin. Je crois même que t'as noté les moments passés ensemble. Je crois même plusieurs jours avant sa disparition, presque un mois avant. T'as passé du temps avec elle. T'as noté des choses pour pas oublier. Filmé. Ouais, filmé. Voilà. Ah Ça oui, mais aussi, c'était son c'était pour idéal, en laisser une fait, au trace départ. et pour l'accompagner aussi. Ça aussi, c'est une preuve d'amour. C'était son idéal. Oui, elle avait dit un jour, parce que il y avait sa sœur qui était là avec son fils, et elle avait dit, ah, lui, il était informaticien, il faisait des websites pour des hôtels, pour des trucs, enfin bon, bref. Et elle a dit, j'aimerais bien que tu fasses un website pour moi, enfin, de moi, mon website, pour mes petites filles, donc mes filles à moi. Pour qu'elles sachent un peu qui je suis, ce que j'ai fait, qu'elles filment, elle en a fait une quarantaine, avec des interviews, des trucs, des machins. C'est elle qui a eu cette idée-là. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, alors il a dit oui, oui, on va le faire. Et je lui ai dit, mais tu sais, si tu veux, je peux te filmer. Et comme ça, voilà, tu pourras témoigner de choses. Et puis après, bon, les films que tu as faits, il y a tellement de photos aussi. Bon, après, ça, on verra ce qu'on fera avec ça. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était son idéal et on a filmé très longtemps. Tu penses qu'on perd quoi quand on perd une maman? Tout dépend des rapports qu'on a avec. Tout dépend des rapports qu'on a avec la personne. Je sais que j'ai une amie avocate, elle a eu des rapports exécrables avec sa mère. Bon, ça lui a fait de la peine quand elle est partie, mais bon, alors peut-être qu'elle ne le dit pas non plus, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, ça n'était pas. Parce qu'on parle d'amour et c'est le thème de notre podcast. On dit l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Je sais pas, C'est moi, je sais c'est que quand central. Loulou est parti la première en 2003, pour moi, ça a été, oh là, ça a été très, très, très dur. Très dur. Tu étais à ses côtés ou pas? Non. Non. Elle est morte le 15 juillet. Et je devais y aller le 14. Voilà. Et je me suis dit, merde, ça va être ça va être le bordel sur la route. Parce qu'elle habitait loin, elle habitait à Metz. Il fallait y retourner chez elle. Je me suis dit, bon, ça va être le bordel sur la route. Le matin, j'avais un rendez-vous important, donc je devais partir en début d'après-midi. Je me suis dit, je vais arriver en fin d'après-midi. Il y a les festivités du 14 juillet, tout ça. Ça va être à Metz, peut-être ça va être fermé, tout. Bon, je serai plus tranquille si je vais partir demain matin. Voilà. Et le lendemain matin, j'avais aussi un rendez-vous avec un médecin. Et je me souviens donc, j'étais prêt, quoi. Je suis allé à mon rendez-vous. Et là, ils m'ont appelé. Et il était 11 heures. Et ils m'ont dit, on est en train de la perdre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle avait un cancer du pancréas, elle aussi. Et la tumeur a transpercé le pancréas. Et par chance, elle a fait, pour elle en tout cas, elle a eu une douleur très vive et elle est tombée dans le coma. Elle a fait une septicémie. Mais non, j'étais pas là. Tu penses qu'ils restent près de nous quand ils partent? Ah oui, 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 je pense qu'ils sont là, bien sûr.
toujours. Par rapport à ça, justement, c'est peut-être pour ça que voilà, les choses... Mimi aussi, Mireille, j'ai pu rattraper peut-être aussi Loulou, le fait de ne pas avoir pu être présent. Mais oui, je pense qu'ils sont avec nous tout le temps. Est-ce que tu sens la présence de ta maman, de ton père? Est-ce que tu les consultes? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non. C'est-à-dire que quand ils partent, on sent leur présence, il y a des signes. T'as eu des signes? Ah oui, bien sûr. Il y en a un qui te vient à l'esprit dont tu peux nous parler ou... Ah oui, de ma mère, oui. Peut-être 3 jours après, j'étais dans ma cuisine et donc j'étais appuyé contre le mur, je discutais avec ma fille et en face, il y avait le four. Et puis, je sais pas, on discutait. À un moment, on s'arrête de parler et j'entends le bruit du four. Je dis merde, je deviens fou. Donc je lui dis, c'est toi qui as allumé le four? Elle me dit non. Je dis, mais le four, il était éteint il y a 3 minutes. Je n'ai pas fait gaffe, t'es passé, t'as allumé le four. Elle me dit, non, papa, j'étais là. Et en fait, le bouton, il était tourné, le four, il s'est allumé tout seul. Incroyable. J'en ai eu 2-3 comme ça. Hein. Et où tu te dis, là, forcément, bah ouais. C'est pas le fruit de mon imagination, quoi, c'est factuel. Non, mais est-ce que tu comprends ce qu'on veut te dire? Parce qu'on se retrouve quelquefois devant des signes. Bah oui, le four qui s'allume. Mais qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que ça vient dire ou juste la présence? Alors le four, même si vous faites pas attention, même si on fait pas attention, là, de toute façon, c'est factuel, c'est le truc, le bouton. J'en ai eu 2-3 comme ça. D'objets qui ont bougé, c'est ça, de choses. Non. Ah oui, un truc qui a bougé, ouais. Ah ouais? Tu sais, comment on appelle ça? Ma mère, elle aimait bien les... C'était un truc de la reine d'Angleterre. Et en fait, tu le pousses, ça fait tic-tac, tic-tac. Ah oui, d'accord, ok. Donc, elle en avait 4-5 comme ça. Et ils se sont déclenchés. Non, pas tous ensemble. Bonjour l'angoisse. La maison est habitée sur il y en a un. Et en fait, vraiment, pour le faire partir, il faut faire ça, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, mais donc ça, là, c'était le lendemain où elle est partie. C'était chez elle. Ah ouais. Voilà. Et ça te touche quand ça se passe, ça te rassure. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Ça m'aurait fait très peur avant, mais là, maintenant, non. T'es en paix. Et ton papa, est-ce qu'il t'a fait des signes? Non. Et tu vois, Loulou non plus. Et alors, ça veut dire quoi? Peut-être, le truc, c'est qu'il faut être vigilant. Alors, il y en a qui sont tellement évidents que tu dis, bon, ok. Mais, par exemple, Parrain, il m'a tapé sur l'épaule. Hein? Ouais. T'as senti? Oui, j'ai senti. Je l'ai senti, j'étais avec une amie. C'est la première fois, d'ailleurs. J'ai été avec plusieurs amis. On était dans le sud, à Saint-Tropez. Il était parti, je suis descendu. Et elle m'a dit, tu sais, dans les jours, c'était en 2011, les jours qui viennent, les 2-3 jours, il faut que tu fasses attention et tout. Et puis, le soir, on descend sur le port, comme ça, il y avait plein de monde. Et il marchait 2 mètres derrière moi, donc il y avait cette amie, cette copine, une autre copine, machin, etc. Et puis, je marchais devant, et tout d'un coup, vraiment, je sens, mais comme ça, sur mon épaule. Et je me suis retourné, parce que je pensais que c'était lui qui m'avait tapé dessus en me disant avance. Et il n'y avait absolument personne. Incroyable. Je me suis dit, tiens. Il est venu me passer, me faire une petite tape dans le dos. Il m'a dit, je suis là, je suis près de toi. Je sais pas. Il n'y a pas eu. Non. Et ton papa non. En tout cas, je n'ai pas fait gaffe. Ouais. Et des fois, c'est immédiatement, et après, ça peut revenir après. Donc, et Mireille d'Arc, il y en a eu ou pas? Parce que comme tu l'as accompagnée dans le passage, non plus. Non, j'ai pas le souvenir. Et tu attends ces signes ou finalement... Non. S'il y en a général, c'est dans les 2-3 jours. Hein. On est bientôt à la fin de cette interview. Anthony, pour cette dernière séquence, on a un petit boum boum ou pas boum boum. Donc boum boum, j'aime. Boum boum, j'aime pas. Boum boum ou pas boum boum, la nouvelle vie de Loubo, le chien d'Alain Delon.
Boum boum ou pas boum boum? Bah, boum boum. Ah oui. Ah oui, bien sûr, boum boum. Alors, boum boum, ça veut dire quoi? Si Bah j'aime? t'aimes Ah bah cette oui, nouvelle vie, t'aimes ce chien, c'est un membre de la famille, Loubo. bien sûr, ma chienne aussi, et c'est un membre de la famille. Le tien, là, Oui, on le voit pas là, aujourd'hui il est c'est caché la dans le... famille. Boum boum ou pas boum boum, se remarier un jour? Ah. Vaste projet, vaste question. Vaste Un petit question, peu de- ouais. Euh, peut-être, Ouais. je sais pas. Au gré des Est-ce rencontres. que j'en aurais T'es envie? prêt à l'amour? La question, est-ce que j'en aurais envie? Oui, Ça oui. pourrait être sympa, ouais. Ouais, pas pour divorcer derrière, rassure-moi. Non, mais non, non. Mais t'as envie, Ça pourrait être sympa. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que je n'ai pas eu, en fait, parce que j'ai été marié, mais j'ai pas fait de grand mariage. On n'a pas fait la fête. C'est-à-dire que on devait partir aux États-Unis. On a dit on fera une fête après. On s'est marié à la mairie, avec un témoin chacun, ou deux, je ne sais même plus. Et ensuite, on est parti aux États-Unis parce que je suis parti m'installer là-bas. Et en fait, on s'est dit, on fera une fête de mariage, on fera... Et puis, on ne l'a pas fait. Et elle, je crois qu'elle était déjà mariée. Et elle s'était mariée à l'église, il me semble. Tu ne peux pas le faire deux fois. Non. Et moi, j'aimerais bien, enfin, à l'époque, aujourd'hui, bon, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui me stimule. Mais Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un, chez la j'aimerais bien... femme aujourd'hui, en priorité? Qu'est-ce qui te séduit le plus? Qu'est-ce que tu cherches chez l'être aimé, que tu pourrais aimer demain de plus important? son intelligence. Pour reparler d'amour, c'est l'empathie. Je pense que l'empathie, c'est quelque chose d'essentiel. Tu vois, en fait, les gens, globalement, ils jugent toujours en fonction d'eux. On dit, mais on juge en fonction de soi. Mais plus on va travailler son empathie, plus on va arriver alors, à comprendre pourquoi les autres ont tel ou tel ou tel agissement, mais plus on va travailler l'empathie, plus on va pouvoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ressent et comprendre ses attitudes, ses comportements. Et donc, en fait, j'aime pas le mot de juger, mais en fait, on pourra avoir une analyse beaucoup plus précise que sans empathie, parce qu'effectivement, quand on n'a pas d'empathie, ben on juge en fonction de soi. Quand on a de l'empathie, on arrive à comprendre et on a plus de distance, de recul et d'objectivité, je pense. Donc, bref. Donc, intelligence, Oui, empathie c'est important, ça, je trouve. pour se remarier. C'est les deux critères que tu choisiras, ou que tu as envie de voir, en tout cas, dans la personne qui t'accompagnera. Et ça donne envie d'être amoureux aussi, non? Juste d'être amoureux, c'est quand même un chouette sentiment. C'est sympa, ouais, c'est sympa. De tomber sous le charme. On ne se l'interdit pas, c'est plutôt chouette. Boum boum ou pas boum boum, revivre un moment précis avec ton papa. Est-ce que tu aimerais revivre quelque chose, soit de ton enfance, de ton adolescence, à l'âge adulte, un moment partagé avec lui? Oui, j'aimerais bien. Oui, bien sûr, naturellement. Il y en a un qui te vient à l'esprit ou non? Quand j'étais plus jeune, en fait, lui, il a aussi beaucoup évolué. Il y a eu l'avant 50, 55 ans et l'après 55 ans. Il y a vraiment deux personnalités. Et donc, voilà, et c'est quelqu'un qui aimait, quand il était plus jeune, c'est-à-dire avant la 55, 60, qui aimait bien se marrer. Il avait un sens de l'humour Bien à lui. pas mal. Bien à lui, ouais. Non, mais c'est vrai. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu 2, 3 moments comme ça, j'ai en tête, où on s'est marré. C'est Donc un ça moment de serait rire sympa. avec ton Oui, papa ça serait sympathique, à bien sûr. revivre. Boum boum ou pas boum boum, avoir passé le cap des 60 ans. Voilà, c'est un drôle de truc. Hein. Un drôle de truc. Ouais. Alors, pas boum boum du coup aussi, on aime Ah bien. non, pas boum Pas boum. boum boum. Ben, en fait, c'est bizarre parce que quand on était, enfin, à mon époque, quand j'étais jeune, à 40 ans, on était vieux. Enfin, ils étaient vieux. Mais parce que quand j'étais très jeune, les mecs de 40 ans, ils étaient nés juste après-guerre.
Donc il n'y avait pas la même qualité de vie qu'il y a aujourd'hui. Mais si aujourd'hui on bouffe que de la merde et qu'on chope des cancers de plus en plus jeunes, je ne sais pas, il y a une usure du temps qui n'était pas la même. Et comme moi j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, depuis tout petit, du coup c'est un drôle de truc parce que, tu les as, mais que... Mais tu les sens pas. Non. C'est plutôt chouette ça. Non. Tu les sens pas les 60 ans. Non. Eh ben, Mais c'est pas bien. du tout. Moi, c'est ce qui compte, en vrai. Bon, après, moi j'ai chopé un truc de ma mère, de la famille de ma mère. C'est que ma mère, par exemple, elle est pas morte jeune, hein, donc l'un n'empêche pas l'autre. Elle est morte à 79 ans. Comme Mireille d'ailleurs. Mais à 77 ans, elle faisait du sport 5 fois par semaine. Elle avait une barre chez elle. Et je me souviens que j'avais emmené ma fiancée de l'époque, qui avait 35 ans, je crois, un truc. Et vous faites du sport? Bah oui, elle a un trampoline, elle a un ballon, je sais pas quoi. Puis j'ai une barre, elle trappe, elle saute sur la barre comme ça, tac, elle se met à l'équerre. L'autre, elle me regarde, elle dit putain de ta mère. Et voilà, elle a voulu faire ça pour l'impressionner, mais elle aurait, ma copine aurait été incapable de se mettre à l'équerre. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'elle a essayé après? Non. Non. Elle s'y est pas collée? Non. Mais en fait, voilà, et ma mère avait aussi une chose, c'est que, et ma tante la même chose, et moi la même, c'est qu'on a les chaînes ADN qui sont plus longues. Ah oui, ok. C'est pas mal ça. Ouais. Boum Boum ou pas Boum Boum, c'est le fils d'Alain Delon, alors il doit avoir des conquêtes comme lui, ça n'a pas dû arrêter toute sa vie. T'en as pas eu marre d'entendre ça? Qu'est-ce que je dois dire? Bah j'imagine pas Boum Boum, t'as dû l'entendre ça dans ta vie à chaque fois. Quand on les a conquêtes? un père comme... Oui, quand on a un père comme Alain Delon, est-ce qu'on se dit, on reproduit la même chose avec les femmes, il y a un côté très séducteur, ou alors au contraire, oulala, je refais pas du tout la même chose? Ah non, moi j'ai reproduit à fond. À fond? Ah bon, bah alors. J'ai reproduit à fond. Non mais moi, le bénéfice de mon âge aujourd'hui, c'est que moi j'ai vécu les années 80. Ouais, donc c'était un peu libre, on prend oui, évidemment. On sait quand même. Moi j'ai eu 20 ans en 84, j'ai commencé à sortir, j'avais 17 ans et demi, donc 82 à 95, enfin, c'était des années quand même sympas. Hein. On voit les souvenirs qui remontent à Oui, on sur était ta bien tête. sûr, bah ouais. Ouais. T'en as bien profité. Et t'as jamais eu peur de te dire, est-ce qu'on m'aime pour moi? Est-ce qu'on m'aime pour Moi, l'image? je m'en foutais complètement. Tu vois, ça je me dis aussi, t'as dû te poser la Je question m'en quand on foutais parle d'amour. complètement. Ah ouais? Non, Ah non. Je rigole, ça veut dire que... Non, mais parce que j'ai eu des histoires sérieuses, mais très espacées. Bah, tu vois, je voudrais terminer cette interview avec une phrase de ton livre aussi où tu parlais de... Tu disais, il y a une malédiction quand on parle d'amour dans la famille qui se transmet de génération en génération. Bah, déjà, je trouve qu'on en a bien parlé, tu vois, de l'amour, toi et moi aujourd'hui. Et je me suis dit, est-ce que finalement, cette phrase, tu la réécrirais encore peut-être dans quelques années? Il y avait vraiment une malédiction? Non, il y avait une malédiction. Parce que quand on suit ton parcours... Des deux côtés, il y avait une malédiction du côté de ma mère, et du côté de mon père. Et ça veut dire quoi, la malédiction? Moi, je me suis dit, cette phrase, quand je l'ai lue, je me suis dit quoi? Ma mère, par exemple, voilà, juste un exemple pour clore le sujet, mais par exemple, un jour, je dis à ma mère, mais ton père, je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort. Il est parti quand j'avais 2 ans. Je me souviens sur le quai de la gare. Ma mère me tenait la main, il est parti, j'ai jamais revu, il est mort. Et puis, en 2003, je tourne une série en Avignon. Ça s'appelait Un été de canicule avec Charlotte de Turckheim. Et on tourne dans un hôpital. Et on était là, et donc Sébastien Gras, le metteur en scène, on va y aller les enfants, moteur, et là, on entend « Oh, il est beau mon petit-fils hein !» Tout le monde s'arrête comme ça, on se retourne et on voit un vieux avec un Stetson sur la tête, poussé par une infirmière, et je te jure, j'ai regardé comme ça, et j'ai dit « Putain, c'est le pépé !» Parce qu'on m'avait dit entre-temps, mais non, il n'est pas mort, il vit, on ne sait pas... Et j'ai vu sa gueule, mais j'ai surtout vu la gueule de ma tante, la sœur de ma mère.
Et j'ai dit, c'est lui. Il est venu droit sur moi. Et c'était lui. Incroyable. Il n'était pas mort. Pas du tout. Il est bien là. Pas du mais tout. pourquoi ce mensonge? Pourquoi dire comme ça, il est mort et puis... Allez savoir pourquoi. Histoire trop compliquée, ouais. Histoire de famille, des fois c'est très compliqué. Mais alors là, ça se termine pas mal parce que du coup, tu as pu le rencontrer. Donc la malédiction c'est n'a étonnant, pas opéré. Non? Bah oui. Oui, mais c'est une malédiction, ça veut dire qu'après, on répète toujours. Il y a des choses qui sont inscrites dans notre mémoire cellulaire aussi, et des choses qu'on a vécues dans notre enfance qu'on répète. Le secret, c'est de ne pas répéter. C'est ce que moi, je me suis évertué à faire. Et donc, je pense avoir réussi à l'inverser, à la modifier, cette malédiction. Mais elle venait des deux côtés. Et ben, je le souhaite de tout cœur aussi, pour toi. Quand je vois les filles aujourd'hui, je me dis, je trouve que c'est une contribution beaucoup plus importante à l'humanité que, je sais pas, qu'un livre ou qu'un film. Parce que ça, c'est quelque chose, vous inversez le cours des choses. C'est une vraie contribution parce que elles vont le transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants, etc. Et ça, c'est très important. Ça vaut tous les livres du monde. Et en communiquant, je pense. Je pense que tu seras d'accord, c'est le fait de parler. Parce que je pense que tu parles beaucoup avec tes filles. Ouais. Et que ça fait la différence aussi. D'être le premier maillon. Premier maillon de la chaîne. Merci en tout cas, et ben voilà. Anthony, d'être venu dans ce podcast. Merci et de à toi. parler d'amour dans Boum Boum. C'était un vrai plaisir. Je remonte ton livre dont on a parlé, Entre chien et loup, aux éditions Point. Et puis bonne chance pour le théâtre, bonne chance pour tous les projets, bonne chance pour tout ça, quoi. Merci, et bonne puis chance à toi aussi. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez liker, laissez-nous des commentaires. J'imagine que tu regardes un petit peu sur les réseaux sociaux, ou sinon on te les fera parvenir. Mais j'espère que ça vous aura touché. Qu'on parle d'amour. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je disais, ça passe dans... C'est YouTube, c'est ça? Ouais, ça sera sur YouTube. Voilà, vous tapez Boum Boum sur YouTube et vous nous retrouvez. Et puis on est sur toutes les plateformes aussi. Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Voilà, vous avez de quoi nous écouter. Merci Anthony. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à tous.